Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Regardez la propreté un peu partout, à Paris notamment. Regardez cette Assemblée nationale composée de gens tendres, de gens amicaux, de gens qui se parlent avec une espèce de... Mais jamais d'imposition, jamais de décret, jamais d'amendement. Tout se passe très bien. Regardez, tous les Français sont fous de joie à cette réforme des retraites. On sent une espèce de... Mais quoi, d'adhésion totale du peuple français à cela. Mais pourtant, il y a quand même des choses qui ne vont pas. On va en parler avec Gilles Platré. Bonjour. Bonjour, André. Gilles Platré, vous êtes maire LR, je le rappelle, de Chalon-sur-Saône, conseiller régional de Bourgogne, président du groupe Laïcité. Et la première question que je voulais vous poser, et je le disais, on l'a lu beaucoup, vous la posez, mais si vous étiez aujourd'hui député, vous voteriez la motion de censure transpartisane? Si j'avais été député, j'aurais voté contre le texte et je voterai cet après-midi sans aucun doute et sans aucune hésitation la motion de censure. Pour une simple et bonne raison, c'est que il y a plusieurs bonnes raisons de voter cette motion. Il y a une raison technique, c'est que le gouvernement a essayé de passer en force, vous l'avez dit souvent sur cette antenne, en s'appuyant sur tous les articles de la Constitution pour essayer de scléroser le débat, a commencé d'ailleurs de présenter cette réforme qui est une réforme fondamentale, tout le monde le sait, qui remet en cause, alors à juste ou mauvais titre, mais qui remet en cause une partie de notre contrat social par un véhicule législatif qui est un projet de loi rectificatif des finances de la sécurité sociale. Donc en fait, c'est une façon de passer en douce, soyez un peu inaperçu. Ça, c'est la raison technique. Il y a une raison politique, c'est que depuis juin 2022, le gouvernement n'a pas de majorité. C'est inédit dans l'histoire de la Ve République que, ayant élu un président de la République au mois de mai, on le contraigne un mois plus tard, pas plus, à ne pas avoir de majorité pour exécuter le programme pour lequel il a soi-disant été élu. Puis il y a une raison qui pour moi est encore plus forte que les autres, c'est une raison nationale. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, dans ses profondeurs, comme dirait le général de Gaulle, une expression populaire, une expression du peuple français qui rejette non pas simplement cette réforme, mais qui rejette la façon dont on gouverne ce pays, c'est-à-dire une espèce de fraction hyper minoritaire d'une France qui va bien et qui impose des décisions toujours aux mêmes à la France qui va moins bien et qui est très majoritaire. Donc si on n'a pas ça en tête, on va voir en fait quoi? La violence qui va continuer de se développer. S'il n'y a pas de traduction politique, si ce gouvernement n'est pas renversé cet après-midi, alors le peuple, hélas, j'allais dire, va verser, je pense, je le crains, et c'est vraiment une inquiétude, dans une extrême violence. Donc les députés, quels qu'ils soient, ont les moyens de rebattre les cartes. Renverser le gouvernement, c'est pas un crime de lèse-majesté, c'est prévu par la Constitution. Et ça permet surtout d'avoir une respiration démocratique. En gros, il faut que l'Assemblée redevienne nationale. Vous leur conseillez de le faire. Donc vous conseillez aux personnes, aux députés que vous connaissez, à vos anciens collègues ou à vos amis ou relations, de voter. Bien sûr, c'est indispensable. Et c'est vrai que les regards se tournent largement vers les députés, les Républicains. Le parti, comme vous le savez, est divisé. Vous avez d'un côté une direction nationale qui est aveugle à ce qui se passe dans le pays, qui considère que parce que on a toujours dit que il faut etc. Qui a d'ailleurs qui s'est appuyé sur des arguments qui ont été démentis. On a toujours dit aux Républicains qu'il fallait revaloriser les petites retraites. Le gouvernement a sorti, vous vous rappelez, au début de la discussion, mais 1 200 € minimum. Tout ça a été balayé. Tout ça a été balayé. Et les Républicains n'ont pas changé d'avis pour autant. Donc on sent bien qu'il y a une déconnexion de l'équipe dirigeante des Républicains, mais que vous avez sur le terrain un certain nombre de députés des Républicains qui ont annoncé, notamment ce matin, qu'ils vont voter la censure. Aurélien Pradier, je crois, notamment. Il en fait partie, il n'est pas le seul. Et puis peut-être d'autres qui vont se dire, mais est-ce qu'on peut vraiment rester sur notre compte à soi, c'est-à-dire protéger notre siège de député quand le pays est à ce point en ébullition? Alors justement, parlons-en, parce qu'au-delà d'abord du LR, juste quand même une question sur le LR. Il m'a troublé. Je voulais savoir ce que vous pensez, et on va écouter d'Aurore Berger. Aurore Berger est évidemment Renaissance, qui a dit hier quand même quelque chose d'assez grave et qu'il a affirmé sans donner de nom. Écoutez. Pour vous dire vraiment les coulisses, on va tout se dire. Quand à la fin, vous avez des députés LR, parce que c'est arrivé, qui viennent frapper à la porte de Matignon en disant « Moi, finalement, je suis prêt à voter la réforme. Par contre, vous mettez 170 millions d'euros sur la table pour faire un contournement autoroutier. » C'est dans ce sens-là que ça s'est fait. C'est vous qui leur avez dit « On le fait si vous nous votez pour nous. » Et vous croyez vraiment... Mais heureusement que le gouvernement a dit non.
Alors, certes, Aurore Berger. Aurore Berger. L'inénarrable Aurore Berger. Écoutez, c'est une façon, alors c'est plutôt habile de sa part, de retourner ce que des députés ont révélé la semaine dernière, c'est-à-dire que ils ont été assaillis de coups de fil. D'abord, il faut voir un peu comment les choses sont passées. Parce que ça, j'ai bien peur que ça ne réconcilie pas nos auditeurs avec la politique, mais les choses sont quand même passées comme ça. La vérité, non, mais la vérité, il s'est passé la chose suivante. Alors que pendant 5 ans, on n'avait pas besoin d'LR, puisque En Marche était majorité absolue à l'Assemblée. Donc le groupe LR a été complètement ignoré, maltraité, humilié, etc. Par Aurore Berger comme par les autres. Et puis là, subitement, LR est très intéressant, puisqu'il faut les voix de LR pour faire passer une réforme qui serait repoussée par la gauche et par l'extrême droite. Donc à partir de là, il y a eu un système de drague éhonté. Les députés ont été invités dans les ministères, tapis rouge, petit déjeuner. Depuis quelques... Non, mais depuis quelques semaines. Depuis quelques semaines. Ouais. Et donc, et ça a été révélé heureusement par des députés qui ont eu le courage de parler à visage découvert, que à la fin, comme ça se tendait, eh bien le gouvernement a fait des propositions, y compris d'ailleurs d'aide financière pour les circonscriptions, des députés qu'il pensait pouvoir retourner. Heureusement, certains sont droits comme l'airain et forts comme la justice, et ont refusé ça et l'ont dit carrément. Donc entendre aujourd'hui Madame Berger, qui en tout cas n'a pas pour elle la constance de ses idées, puisqu'elle a trahi absolument tout ce qu'elle a pu défendre à une époque donnée. Donc nous dire que c'est les députés qui ont demandé au gouvernement de l'argent, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Et vous voyez, tout ça est quand même très peu honorable, parce qu'on est en train de jouer avec la vie de dizaines de millions de Français, la vie quotidienne, la vie familiale, la vie professionnelle, la vie tout court. Et on envoie des arguments qui sont en dessous de la ceinture. Il est évident que le gouvernement, jusqu'au dernier moment, a essayé de faire pression pour arracher les voix de députés républicains. Et heureusement, ils n'ont pas tous cédé. On verra d'ailleurs ce qui va se passer cet après-midi. On verra qui l'emportera, de la motion des partisans de la motion de censure ou non. Mais alors, justement, Gilles Platré, parlons du fond et ce que ça révèle. D'abord, on se rappelle qu'il y a encore quelques jours, on ne disait pas question d'utiliser le 49.3, aussi bien le porte-parole que le gouvernement, etc. Elisabeth Borne elle-même, bon. Et qu'est-ce que ça révèle, en fait? Et vous êtes homme de terrain, parmi d'autres, s'il en est. Qu'est-ce qui ça révèle de non seulement de cette vie politique française, on le dit, de cette fracture, de cette archipélisation, mais on a l'impression que là, tout converge vers quelque chose qui va incontestablement vers un affrontement. Personne ne le souhaite, mais enfin quand même. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je vous donnais mon analyse de terrain. Vous avez rappelé effectivement mes fonctions de maire. Pour moi, c'est fondamental. Je suis maire depuis 2014 de ma commune de Chalon-sur-Saône, 45 000 habitants, ville moyenne, qui concentre un certain nombre de difficultés, qui a des atouts également. Mais ce que je vois sur le terrain, et c'est ça en fait qui donne une force extraordinaire au moment de contestation de ce projet sur les retraites, mais bien au-delà. Je pense qu'aujourd'hui, il faut, pour comprendre ce qui se passe dans le pays, excepter la question des retraites. C'est le déclencheur, le catalyseur, mais ça va la goutte d'eau bien qui fait au-delà. déborder le vase. Nous sommes, mais bien entendu, nous sommes en fait dans une situation qui est bien pire que celle qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes, il y a 4 ans et demi. Bien pire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, depuis la crise du Covid et depuis maintenant la poussée inflationniste, vous avez des classes moyennes, y compris des classes moyennes qui travaillent, qui sont complètement laminées, balayé et donc déclassé par ce qui est en train de se passer. Je vous donne quelques exemples pour ne pas parler dans le vide. Oui, voilà. Dans votre ville de Chalon-sur-Saône. Complètement. Alors, on a mis en place, il y a maintenant 3 ans, ce qu'on appelle des aides sociales facultatives, c'est-à-dire que la loi ne nous impose pas de le faire, mais nous l'empêche pas. Donc, en fait, on calcule le reste à vivre. Le revenu, vous savez, c'est très trompeur. Quand vous avez l'inflation qui va plus vite que l'augmentation du revenu, ça ne veut plus rien dire. On prend le revenu d'une personne qui vient nous trouver en disant « j'y arrive plus ». On retire de ce revenu tout ce qu'elle doit absolument payer. Son loyer, l'essence, le chauffage, l'électricité. Exactement. Et il nous reste ce qu'on appelle le reste à vivre. Le reste à vivre, c'est ce que vous avez pour nourrir votre famille. Or, nous voyons aujourd'hui, et ça c'est récent, arriver au bureau du centre communal d'action sociale de la ville de Chalon, des personnes qui travaillent, des classes moyennes, qui arrivaient jusque-là à jouer complètement actifs. Donc on n'est pas dans une logique d'assistanat du tout, parce qu'on nous rebat les oreilles avec ça. Non, des personnes qui d'ailleurs, souvent à regret, viennent nous trouver en disant « je n'y arrive plus ». Premier exemple. Donc ça, c'est nouveau. C'est depuis quelques mois seulement. Donnez-moi un exemple. Les cantines, par exemple. Les cantines, très intéressant. On note depuis 3 mois une explosion du nombre d'enfants qui fréquentent les cantines. Il faut vous dire qu'à Chalon, on a décidé de ne pas répercuter sur le prix
qu'on facture aux familles l'inflation. C'est-à-dire que nous, on a dit, pour protéger le pouvoir d'achat, on maintient le même prix et on va faire des économies de fonctionnement par ailleurs pour finalement financer ce surcoût. Donc on ne le fait pas payer aux familles. J'ai une augmentation depuis 3 mois de 10%, je ne sais pas si on se rend compte que ça représente, de 10% des enfants qui fréquentent les cantines de Châlons. Pourquoi ? Parce que les familles confrontées à de l'hyperinflation, on parle pas de 6%, sur les produits de base alimentaires, on arrive à rogner sur les dépenses alimentaires et finalement se disent, mais plutôt que d'avoir à rogner sur les dépenses de mes enfants, je les envoie à la cantine parce qu'au moins je suis sûr qu'ils vont manger un repas équilibré, c'est peut-être le seul d'ailleurs de la journée pour un grand nombre de familles, et parce que je suis obligé de tirer, y compris sur mes dépenses alimentaires. Donc c'est ça la réalité du fonctionnement. Et c'est ça, si vous voulez, ce sentiment que cette réforme, elle arrive en demandant des efforts aux mêmes, alors que ces mêmes n'y arrivent plus. C'est ça le ressentiment social. C'est ça, ce n'est même plus question de retraite de 62, 64 ans. Non, on est très au-delà. Oui. André, je vais vous donner mon sentiment, je le dis après d'autres, parce que je ne suis pas le seul à avoir fait cette analyse, mais je la corrobore complètement en étant maire, encore une fois, depuis bientôt 9 ans, c'est qu'il y a aujourd'hui ce sentiment que la majorité du pays, qui est une majorité qui a des difficultés dans sa vie quotidienne, plus ou moins, bien sûr, pas tous, mais une grande partie, et finalement prise en otage par une hyper-minorité représentée fabuleusement par le gouvernement qui va très bien dans sa vie, et tant mieux, je ne suis pas jaloux moi. Mais simplement quand l'hyper-minorité qui va bien impose des décisions qui contraignent la grande majorité qui va mal, forcément ça fait une explosion sociale. Donc ça c'est le contexte qui est le nôtre, donc ça dépasse cette réforme des retraites, ça veut dire que ça ira sur d'autres projets de réforme, et ça veut dire que ce malaise qu'on avait senti au moment des Gilets jaunes, mais c'est bien pire maintenant, parce que la situation sociale s'est bien dégradée depuis 2018, ce malaise va continuer. Et le seul moyen d'apaiser la violence qui monte dans le pays, c'est une traduction politique. C'est donc renverser le gouvernement et donc forcer la main au président pour qu'il dissolve l'Assemblée, pour qu'il y ait une respiration démocratique. S'il n'y a pas ça, on peut toujours dire, après ça sera les mêmes qui reviendront. Vous dites que si Macron, parce que renverser le gouvernement c'est possible, on verra la motion de censure. En revanche, la dissolution de l'Assemblée, vous le savez mieux que moi, dépend uniquement du président de la République. Sauf que la logique. D'abord, le président sait que depuis le mois de juin de l'année dernière, il n'a pas de majorité à l'Assemblée. Là, il vient de le mesurer avec force. Et même pas de cohabitation. Exactement. Donc, si son gouvernement est renversé, la logique institutionnelle, mais vous avez raison de rappeler que c'est dans la main du président de la République, mais la logique institutionnelle, avec l'état d'exaspération du pays, devrait le pousser à dire « Ok, j'ai reçu un message, et par conséquent, je propose au peuple de retourner dans l'isoloir pour me dire ce qu'il veut. » Je pense qu'il n'y a pas d'autre issue dans une démocratie. La souveraineté appartient d'abord au peuple français. Et si le président n'entendait pas ce message, je pense qu'hélas, je ne dis pas ça comme moyen de pression, je dis plus comme historien, comme politique, parce que ça s'est toujours passé comme ça, mais la pression et la violence montraient dans la rue. Là, Gilles Patry, vous parlez de logique, le problème, est-ce que la logique est à tous les étages? Non, je pense que le président de la République peut aussi craindre le résultat des urnes, mais attention, on ne joue pas avec le feu avec le peuple français. Si vraiment il n'y a pas de traduction politique, parce que la censure peut aussi ne pas être votée cet après-midi. J'allais vous dire, alors si la censure n'est pas votée, à supposer, c'est tout à fait possible que la censure n'est pas votée. Donc, il peut dire, écoutez, le gouvernement continue, voilà. Alors, l'agitation, je le dis, alors je le dis sans le souhaiter, je peux me tromper, j'espère me tromper, mais si la censure n'est pas votée cet après-midi, vous aurez plus de violence dans la rue. Enfin, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut que l'Assemblée redevienne vraiment nationale. 2/3 des députés ont été élus en juin 2022 sur un programme d'opposition à M. Macron, y compris les Républicains. Je me permets d'insister là-dessus. Il n'est pas un candidat républicain qui n'ait été opposé, et j'ai été candidat à ce moment-là, qui n'ait été opposé à un candidat macronien. C'est-à-dire que nous avons tous fait campagne contre la politique que voulait mener M. Macron. Donc ça veut dire qu'il y a, avec NUPES, avec le RN, avec un certain nombre de non-inscrits ou de chez Elliott, il y a une majorité qui s'oppose au gouvernement. Comment voulez-vous que ça tienne longtemps dans une démocratie qui se respecte? Gilles Patry, on vous répondra à ce que vous répondent les gens de Renaissance en disant oui, mais enfin, vous n'allez pas me dire qu'avec RN, NUPES et les LR, vous faites une majorité, vous êtes, c'est l'alliance de la carte. Mais ça les arrange de dire ça. Il ne s'agit pas de constituer pour le moment une majorité gouvernementale. Il s'agit simplement de faire en sorte que l'Assemblée représente vraiment la nation qu'elle est censée. Mais c'est une évidence. Enfin, nous sommes dans un système démocratique. Il n'existe pas, mais reprenons l'histoire. Il n'existe pas de système démocratique qui puisse durer longtemps
contre l'avis majoritaire du peuple français. Cet avis peut varier, les motivations peuvent être différentes les unes des autres. Quand vous votez contre M. Macron, vous votez à gauche, à droite, etc. Mais il n'en reste pas moins que M. Macron n'est pas majoritaire à l'Assemblée et que ça ne peut pas tenir. Ça veut dire quoi, André Berkoff? Ça veut dire qu'il ne fera rien passer pendant les 4 ans qu'il nous reste. C'est juste pas possible. Donc il y a besoin à un moment donné, enfin c'est une nécessité historique, politique, d'une respiration démocratique. Ça c'est si on est logique. Maintenant on vous rappellera qu'en 22 tout le monde a voté Macron. Enfin tout le monde. Oui bah écoute, moi je l'ai pas fait puisque et pas plus qu'en 17 au deuxième tour j'ai voté blanc et je ne le regrette pas. J'ai pas cédé aux sirènes de tous sauf voilà vous savez qui. Donc à un moment donné je ne pouvais pas voter pour M. Macron et je vous le dis bien dès 2017 parce qu'il me semblait très honnêtement qu'il nous conduisait dans le mur. Je pensais pas que ça allait être à ce point-là. Alors justement, je crois que nous avons Mehdi de Bordeaux qui voudrait... Mehdi, bonjour, qui voudrait prendre la parole. Bonjour Mehdi. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Platrier, à tous les auditeurs. Plâtré, pas Platrier. Plâtré, pardon, encore que ça aurait pu être, c'est une profession très honorable. Hein. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Alors moi j'avais juste une question pour Monsieur Platré. En fait, je voulais savoir, est-ce que nous, peuple, et vous, élites politiques, nous ne sommes pas en train de récolter ce que nous avons semé à travers ces élections, enfin toutes les élections qui sont passées, ou majoritairement des élections présidentielles, où nous ne votions pas pour un programme, nous votions pour faire barrage à un autre candidat. C'est-à-dire on avait en quelque sorte un épouvantail et à côté de ça un sauveur, et ce qui laissait, on va dire, les autres candidats ou les candidats élus dans une flemme politique, en se disant que si je joue avec tel adversaire en finale, c'est la victoire réussie. Donc il ne jouait plus sur le programme, mais il jouait plus sur affronter quelqu'un en finale. D'accord, voilà. Mehdi. Question très claire, effectivement. C'est une question qui soulève, enfin à mon avis, une remarque qui est ultra pertinente, c'est-à-dire que alors, je vais être très clair, je ne remets pas en cause la légitimité d'Emmanuel Macron, bien sûr. Mais il est quand même nécessaire de constater que tant en 2017 qu'en 2022, il a été élu non pas pour lui, mais contre quelqu'un. Et nous, on a quand même vu monter de 2017 à 2022 cette espèce de polarisation que certains ont bien entretenue de la vie politique en disant Macron-Le Pen, Macron-Le Pen. Alors après, on va être très clair, moi j'appartiens à une famille politique, j'y appartiens encore, vous avez bien senti, je ne suis pas vraiment en phase avec la direction nationale des Républicains. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire, mais j'appartiens quand même à cette famille politique qui a pas su faire émerger le bon profil de candidat. Enfin, on a quand même été très très fort pour attendre un Messi qui n'est jamais venu, et puis finalement pour propulser quelqu'un qui nous a ramené en dessous de 5%. Donc, je reviens quand même sur la question. Non, mais je reviens sur la question de Mehdi. Oui, il est certain que tant que mais ça, c'est un problème collectif, c'est-à-dire comment la classe politique fait émerger des profils qui correspondent aux attentes des Français. C'est ça le sujet. Eh bien, aujourd'hui, on voit bien qu'on est en panne là-dessus et que c'est une vraie interrogation démocratique et que si M. Macron avait été élu pour lui-même plutôt que contre quelqu'un qui a servi d'épouvantail, eh bien, on n'en serait peut-être pas là. Mais ça, c'est pas ce qui s'est passé et il a raison, en tout cas, de poser cette question. C'est vrai, mais Gilles Platré, dernière question qui vous concerne, qui vous intéresse et qui vous parle. Est-ce que, franchement, le problème aujourd'hui, il ne s'agit pas de changer de République ou tout ça, c'est pas le problème. Mais quand même, la constitution de la Ve République, faite par le général de Gaulle, et ne correspondait-elle pas à un moment, et à des hommes en tout cas, qui avaient effectivement, s'étaient taillés sur un certain costume, s'étaient gardés d'Algérie, etc. Je m'explique. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, pour le président de la République, quel qu'il soit, est-ce qu'il n'a pas trop de pouvoir? Le pouvoir de dissoudre, le seul pouvoir de dissoudre, le pouvoir de diriger le Conseil des ministres, c'est pas le chef du gouvernement qui dirige, alors que ça devrait être lui qui dirige et conduit la politique de la nation, c'est le président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, le rôle d'un président de la République, compte tenu de tout ce qui se passe et que vous connaissez, est-ce qu'il n'est pas à revoir? Alors, j'aurais tendance à vous répondre non. Alors, bien sûr, il y a des éléments qui plaident dans votre sens, en disant finalement, tout ça est trop grand pour nous, parce que c'est en gros ça. C'était fait pour De Gaulle, par De Gaulle et pour De Gaulle, et tout ça ne tient pas. Moi, je pense qu'il y a une façon, en fait, il ne faut pas ramener la Constitution à hauteur de la médiocrité d'une certaine classe politique. Il faut élever la classe politique à hauteur de la Constitution. Et ça veut dire quoi? Non mais, alors, je suis bien d'accord, c'est beaucoup plus compliqué. Ça veut dire quoi? C'est que, et là, on a besoin à un moment donné que le peuple français s'exprime aussi. Moi, je crois au génie de la nation. Alors, c'est très ringard tout ça. Je crois qu'il y a une force en France qui est capable de ramener la classe politique à plus de raison. Ça commence peut-être cet après-midi. Peut-être que ce 20 mars sera une date historique où l'Assemblée va vraiment redevenir nationale en votant la motion de censure. Ça serait complètement historique depuis 62. Je dis simplement la chose suivante.
je suis fondamentalement patriote. Je crois que la France a besoin, pour être au niveau où on la souhaite, où elle a été pendant des siècles et des siècles, je ramène pas ça qu'à De Gaulle, elle a besoin de femmes et d'hommes d'exception. C'est quoi un homme? C'est pas un extraterrestre. C'est quelqu'un qui fait passer la force de ses convictions avant ses intérêts personnels. C'est quelqu'un qui dit, moi, ce qui compte par-dessus tout, c'est la France. C'est pas le reste. Le collectif, je pense, l'individuel. je vais le dire très modestement, on est quand même un certain nombre encore à tenir ce langage. Je suis pas l'homme providentiel, c'est pas ce que je suis en train de vous dire du tout. Je dis simplement, il y en a, vous les connaissez. Quand vous voyez des sénateurs comme Alain Houpert, qui vient de temps en temps à votre micro, qui est capable, contre pratiquement toute la majorité du Sénat, de voter contre le projet de réforme. Voilà des hommes qui ont de la trempe. Vous avez des femmes et des hommes qui croient encore que la conviction a un rôle à jouer. Eh bien, il faut s'appuyer là-dessus, se réorganiser et les faire triompher demain. Et vous savez ce que disait Winston Churchill, Gilles Platré, il disait la différence entre un politicien et un homme d'État, l'homme d'État pense aux futures générations, le politicien pense à sa réélection. Eh bien voilà, eh bien, il faut les retrouver, ces hommes d'État. C'est jamais perdu, vous savez, la France c'est des hauts et des bas, et il y a toujours, si on croit dans l'histoire de ce pays, on croit qu'il peut y avoir à un moment donné un ressort au fond de l'abîme. C'est ce que De Gaulle a cru. C'est ce que d'autres ont cru pour sauver l'honneur. Aujourd'hui, il faut sauver l'honneur. Ça commence cet après-midi. Eh bien, on verra cet après-midi s'il y a le sursaut, comme vous dites. Merci, Gilles Merci Platré. à vous, André Berkoff. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et quel argent! On va en parler à l'heure où, effectivement, Silicon Valley Bank, vous avez entendu parler, Signature Bank, First Republic Bank, aux États-Unis. Et puis là, en Suisse, tout près de chez nous, c'est arrivé près de chez nous, eh bien, le rachat de Crédit Suisse par la grande filiale, la grande rivale, pardon, j'allais dire filiale, non, rivale, l'Union des banques suisses. Alors, et puis alors, aujourd'hui, on a donné l'indice du secteur européen des banques chuté de 5,92%. BNP Paribas, ce matin, dégringolé de plus de plus de 8%, Société Générale de plus de 7%, à Francfort, Deutsche Bank, plus de 6%, Commerzbank, près de 5%, Standard Chartered à Londres, plus de 6%, etc., etc., etc. Et même l'action du BS, là, qui vient de racheter donc le Crédit Suisse, 8,77%. Alice Lagenève, bonjour. Oui, bonjour André. Bonjour. Toujours content de vous recevoir. Vous allez un peu nous éclaircir, parce que nous éclaircir sur tout ce qui se passe. On voit cette espèce de balai, si l'on peut dire. Est-ce que c'est une chute de domino? C'est le début de la fin ou la fin du début? Expliquez-nous. Qu'est-ce qui se passe vraiment? En gros, l'histoire elle s'accélère un peu et tout a commencé, comme vous l'avez dit, aux États-Unis avec cette histoire de la SVB, la Silicon Valley Bank, qui était il y a 2-3 ans une toute petite banque avec moins de 70 milliards d'actifs. Alors pour que les gens se fassent une idée, la BNP c'est 15 fois plus gros et JP Morgan c'est quasiment 20 fois plus gros. D'accord. Donc et donc cette banque, à un moment, en fait, elle a profité un peu de la création monétaire de l'an 2020, pardon. Oui. Celle qui a été provoquée par le Covid, où la Fed a dû créer une montagne d'argent. Oui, planche à billets, oui. Le bilan de la Fed est monté à 9 000 milliards, alors qu'il était vers les 3,5, 4. Oui. Et en fait, il y a eu énormément d'argent, et à ce moment-là, il y a eu un autre effet qui a été couplé à celui-là, c'est le fait qu'on était chez nous et qu'il y a eu une accélération, le Covid a accéléré le boom des valeurs technologiques. D'accord. Tous chez nous, on a compris justement la valeur de ces boîtes-là. Bien sûr. Et donc, il y a des sociétés qui sont spécialisées justement dans ces... Donc, la Silicon Valley Bank, notamment. Voilà. Oui. Et donc, ils ont placé justement leur argent dans des startups. Et justement, ces startups, pour la plupart, ils étaient chez la Silicon Valley Bank parce qu'elle est spécialisée justement dans ces boîtes à fort potentiel. Et donc, ces actifs et les dépôts ont triplé entre 2020 et 2022. Et le problème, c'est qu'elle s'est retrouvée avec énormément d'argent et les taux étaient très bas à l'époque. Elle était obligée de placer cet argent dans des bons du Trésor pour essayer d'avoir entre 1,5 et 2% de revenus. Le problème, c'est qu'à cause de l'inflation, la Fed, elle a dû augmenter les taux d'intérêt. Et donc, cette banque-là a commencé à essuyer des pertes, mais qui étaient des pertes comptables. Et donc, elle a essuyé des pertes et ça a commencé à se savoir. L'argent devenait un peu plus cher, les startups avaient besoin de trésorerie, de dépenser leur argent. Et petit à petit, donc, une fois que les startups retirent leur argent, la SVB était obligée
obligés de vendre ces bons du Trésor qui valaient 20 ou 30% moins cher. Et donc les pertes ont été matérialisées, et ça s'est entendu. Elle a essayé de faire une augmentation de capital, elle a perdu quasiment 30, 40, 50%. Et donc les gens ont commencé à retirer leurs avoirs, c'est ça? Voilà, on a eu un bank run, voilà, exactement. Tout le monde a continué et c'est incroyable, parce qu'ils ont retiré en une semaine, ils ont réussi à retirer en une semaine quasiment 45 milliards de dollars. En une semaine. Et donc, voilà. Et donc, on a eu un bank run 2.0 et la Fed, le gouvernement Biden et la FDIC, c'est celle qui garantit les dépôts, ont décidé d'agir très vite et rapidement pour qu'il n'y ait pas une contagion vers justement des banques qu'on appelle too big to fail, c'est-à-dire des mastodontes dont on ne peut pas justement digérer leur faillite. Oui, trop grosse et trop grande pour faire faillite, quoi. C'est exactement ça. Too big to fail. Et donc, alors comment ils ont fait justement? Comment ils ont fait? Ils ont garanti les dépôts. Mais tous les dépôts, normalement, alors je ne sais pas si les gens le savent, en Europe, par exemple en France, tous les dépôts qui sont en dessous de 100 000 euros sont garantis. Les autres ne sont pas garantis. C'est ça. Aux États-Unis, au-dessus de... Mais juste Anis Lajnef, pour que tout le monde comprenne bien, aujourd'hui en France comme en Europe, un dépôt de plus de 100 000 euros n'est pas garanti. Il est garanti au-dessus de 100 000 euros, c'est ça? Voilà, en dessous, à hauteur de 100 000 euros. C'est ça. Voilà. Alors, je conseille aux gens, ceux qui ont beaucoup d'argent, de mettre justement là, parce que vous pouvez avoir plusieurs dépôts dans plusieurs banques. C'est ça. Vous conseillez aux gens de saupoudrer un peu s'ils ont plus de 100 000 euros, quoi. C'est même pas un conseil financier, c'est juste un conseil de bon sens, parce qu'en dessous de 100 000 euros, c'est garanti. Et c'est une assurance gratuite, entre parenthèses, elle est payée justement par le fonds de garantie en France, le FGDR. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de changer les règles en cours de jeu, la Fed, Biden et la FDIC. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, tous les dépôts au-dessus de 250 000 $ ne sont pas garantis. Mais le problème, c'est que ces startups avaient, pour certaines, ça se comptait en milliards. Il y en avait qui avaient 3,5 milliards. Et donc, sur les 165 milliards de dépôts de cette banque-là, il n'y en avait que 15 qui étaient garantis pour les petites gens. Petites gens, entre parenthèses, moins de 250 000 $. Mais petites gens, ça se relativise, évidemment. Voilà, exactement. Voilà, mais alors, pour éviter que les gens retirent leur argent, parce que par peur, par panique, etc., ils ont décidé d'y aller fort et de garantir complètement ces 165 milliards de dollars, alors que normalement, ils devaient tout dépôt confondu, même des dépôts de 2 milliards ou 3 milliards, tout dépôt confondu. Ils ont tout garanti pour éviter ce qu'on appelle la contagion, en fait, le risque systémique. Et voilà, donc ils ont fait ça. Et ils ont fait autre chose aussi, parce que cette banque a fait faillite, parce qu'elle a décidé de valoriser ses obligations. Alors, ça, c'est un peu technique. Ici, on dit trading book en Europe, et aux États-Unis, ils appellent ça ASF. Et donc available for sale, ASF, pardon. Ça veut dire pour résumer, oui, c'est juste un effet comptable. En fait, ce qu'a fait la Fed, elle a dit écoutez, si avec la hausse des taux, vu que les obligations, les bons du Trésor valent beaucoup moins cher, 20 à 30% moins cher, on va créer un programme. Donnez-nous vos obligations, on les prend à la valeur faciale, c'est-à-dire à la valeur de départ. Ça veut dire en fait, on les sauve, on les garantit, mais en dépensant encore une fois pour la Fed, c'est des dépenses de plusieurs dizaines de milliards de dollars, sinon plus. Alors, dès la première semaine, ils ont mis 300 milliards, ils ont rendu disponible 300 milliards, il y en a 150 milliards. Oui, mais énorme, on est quasiment à des rythmes, mais alors attendez, Anis Lajnef, mais ça vient d'où? 2008, c'est rien du tout. Mais ça vient d'où ça? Alors, c'est la dette qui s'accumule, c'est ça? C'est le presse-bouton, en fait. C'est hallucinant. Une ligne de crédit qui est donnée sur un an. Et JP Morgan estime que les banques américaines, parce qu'elles ont toutes des moins-values latentes, alors elle estime que les banques vont tirer 2 000 milliards. C'est-à-dire que la Fed, elle a mis quasiment un an à baisser son bilan de 300-400 milliards. Et là, elle passe à 2000 milliards. En une semaine, c'est JP Morgan et c'est que du presse-bouton. C'est du presse-bouton, c'est fabuleux. C'est fabuleux, c'est pour ça qu'on comprend mieux pourquoi l'Amérique a tellement besoin de protéger son dollar. Enfin, c'est une autre question. Juste Anis Lajnef, alors pourquoi ça s'est répandu? Est-ce que c'est cause à effet avec l'Europe, avec la baisse, avec les chutes dans les secteurs européens qui ne sont pas terrifiantes, mais enfin quand même 5%, 8%, 7% en France, en Allemagne, à Londres? Alors, la monnaie, c'est qu'une histoire de confiance.
Donc dès qu'il y a la confiance, elle commence à plus être là. C'est pour ça, par exemple, que j'ai dit que la Fed et le gouvernement américain ont décidé de garantir tous les dépôts. Et par exemple, là, il est en train de se passer quelque chose de très sournois aux États-Unis. C'est que devant le sénateur de l'Oklahoma, Yellen, Janet Yellen, maintenant elle est au Trésor américain. Elle était à la Fed avant, a avoué qu'il valait mieux mettre son argent dans une banque too big to fail plutôt que dans une petite banque régionale. Pourquoi ? Parce que celle qui est too big to fail, malheureusement, va devoir garantir les dépôts pour pas qu'il y ait une crise trop grosse. Et donc, ce qu'ils sont en train de faire insigneusement, c'est de faire en sorte que toutes les banques régionales qui financent l'économie réelle, l'économie commerciale, etc., les petites banques, tous les dépôts vont aller vers les JP Morgan, etc., donc et ces banques risquent de faire faillite sur les marchés financiers. Et les petits, on va concentrer justement sur de toujours plus gros. Et c'est exactement le même schéma qui est en train de se passer en Suisse. C'est-à-dire que au lieu de dépecer, comme on l'a fait dans les années 30, etc., aux États-Unis, on a dépecé tous les conglomérats. Et ici, au lieu de dépecer les masses de dons bancaires comme UBS ou Crédit Suisse, on a décidé justement, pour répondre au mal, de créer un mal encore plus grand. Et à votre avis, en Europe, ça peut être la même démarche ? Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que avec la hausse des taux, on savait tous, tout le monde sait qu'il y avait énormément de cadavres dans les sociétés dites zombies, et encore plus dans les banques dites zombies. C'est quoi une société zombie ? C'est une société qui ne vit que grâce à des taux bas et à de l'argent en abondance. Et le problème, c'est que quand on a remonté les taux, c'est comme s'il y a eu une marée basse et que tous les cadavres apparaissent. Et le problème, alors le premier à être tombé en Europe, c'est Crédit Suisse. Il y en a d'autres. Un auquel je peux penser là, c'est Deutsche Bank, par exemple. C'est vraiment, je pense à deux films, La Nuit des Morts Vivants, et je pense à un autre, c'est vraiment le côté quand les gros maigrissent, les maigres meurent. C'est vraiment ça. C'est exactement ça. On est en plein dedans, et c'est un peu la politique de la Fed. Alors ce matin, j'ai expliqué sur Twitter que un des objectifs de la Fed et de créer 2 millions d'emplois, de chômage, 2 millions de chômage, etc., pour combattre l'inflation. C'est un objectif annoncé en septembre 2022 et qui a été justement mis au devant de la scène par Warren Buffett au début mars, vers le 17 mars. Oui, j'adore. Et vous vous rendez compte, le but de la fête, c'est qu'il y ait 2 millions de chômeurs, et les gens n'arrivent pas à le croire. 2 millions de chômeurs, comment voulez-vous qu'ils le croient? C'est hallucinant. Ça me rappelle cette phrase admirable de Warren Buffett. Oui, la lutte des classes a eu lieu, les riches ont gagné. Eh ben, écoutez, on est en plein dedans, là. On est en plein dedans. Alice Lagenève, merci en tout cas de ces éclaircissements. Vous voyez, c'est pas très, très réjouissant, mais en même temps, vous êtes informé, et un homme averti en vaut deux, et une femme, je vous dis pas. Merci, Anis. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkov du lundi 20 mars avec Ardavan Amir-Aslani, avocat essayiste pour son livre « La Turquie, nouveau califat » édité chez l'Archipel. Bonjour Ardavan Amir-Aslani. Bonjour monsieur. Alors, la Turquie, nouveau califat. Oui, vous savez, nous, ici à Sud Radio, dans l'émission et ailleurs, évidemment, la France n'est pas un peu une monade atomisée, circulant à travers les étoiles. Hein. Il y a le monde, et dans ce monde, il y a de plus en plus important, de plus en plus jouant un rôle de plus en plus international. Recep Tayyip Erdogan, le nouveau sultan, veut-il ressusciter l'Empire ottoman? Veut-il ressusciter le califat? C'est ce que avance Ardavan Amir-Aslani dans un livre que je vous recommande pour tous ceux qui s'intéressent à ce qui se passe non seulement au Moyen-Orient, mais le Moyen-Orient c'est la Méditerranée, c'est chez nous. Donc aux éditions L'Archipel, la Turquie, nouveau califat. Et justement, il s'est passé hier, on en parlait, on a annoncé la visite du président de l'Iran, visite... je ne sais pas si c'est la réconciliation sunnite-chiite, mais enfin, pour la première fois depuis très longtemps, un président iranien, depuis Khomeini, enfin, etc., visite l'Arabie Saoudite sur l'invitation de Mohammed Ben Salman. Et derrière, alors on a dit, oui, il y avait la Chine, la Russie et aussi la Turquie. Alors, Ardavan Amir-Aslani, la Turquie, quel rôle joue-t-elle dans toute cette espèce de recomposition à laquelle on assiste depuis déjà quelques années? La Turquie est un pays important, ne serait-ce que de par sa position géographique, un pont reliant l'Europe à l'Asie.
D'ailleurs, cette affaire à laquelle vous faites référence est symbolique de l'importance de la Turquie, puisque l'un des facteurs qui pousse les Saoudiens à s'entendre avec les Iraniens, c'est justement la menace que les Saoudiens perçoivent de par la personnalité d'Erdogan. Que s'est-il passé ? Oui. C'est vrai qu'on peut peut-être pas parler à l'instant T d'une réconciliation entre les chiites et les sunnites, puisque le conflit dure depuis maintenant 2000 ans. Certes. Mais enfin, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de majeur. Moi, je dirais que cette chose-là est même, comme disent les Américains, un game changer. Une nouvelle donne géopolitique internationale est en train de s'opérer sous nos yeux. Pourquoi ? Les Saoudiens aujourd'hui, sous la direction du prince héritier, Mohammed Ben Salman, cherchent à concentrer la totalité de leurs efforts, de leurs moyens financiers, sur la construction de cette ville nouvelle, Néon, qu'ils lancent, sur la volonté de relancer l'économie de l'Arabie Saoudite et de réduire sa dépendance par rapport aux hydrocarbures. Pétrole, oui. Ils ne peuvent le faire tant qu'il y a ce conflit avec l'Iran, tant que l'Iran finance derrière les Houthis dans cette guerre abominable qui a déjà coûté la vie de 500 000 personnes au Yémen. Guerre existentielle pour les Saoudiens, puisque c'est juste dans leur cour intérieure que ça se passe. Par ailleurs, ils voient la Turquie, ces Saoudiens. Ils voient la Turquie et ils se rappellent, si vous voulez, l'arrogance et la violence avec laquelle la Turquie a stigmatisé la personne de ce même prince héritier dans le cadre de l'affaire Khashoggi. Vous vous souvenez, ce journaliste résident aux États-Unis qui a été coupé en morceaux avec une tronçonneuse électrique au consulat saoudien à Istanbul. Eh bien, Erdogan distillait l'information par bribes tous les jours et ça a duré des semaines. C'est vrai. Et il vouait aux gémonies Mohammed Ben Salman. Exactement. Et ça a entraîné, si vous voulez, la volonté américaine de qualifier l'Arabie Saoudite de pays qui convient d'ostraciser, et MBS, ce prince héritier, de personnes qui va être déclarées persona non grata, que les Américains n'iraient jamais visiter. La vie en a décidé autrement. C'est-à-dire pourquoi les Saoudiens et les Émiratis avec eux pratiquent une version de l'islam qui n'est pas celle des frères musulmans, celle qu'incarne Erdogan. Pour les pétromonarchies arabes du Golfe Persique, l'islam, la légitimité de leurs États vient d'une distribution de largesse de l'argent du haut vers le bas. Alors que chez les frères musulmans, la légitimité vient du bas vers le haut, puisqu'ils sont élus. C'est deux thèses qui s'opposent de manière radicale et fondamentale. Et alors, Erdogan, c'est les frères musulmans ? C'est l'idéologie. Il s'en cache pas. Il s'en cache pas. Il s'en cache pas. Il le déclare. D'ailleurs, l'autre version de l'islam en Turquie, qui ne relève pas des frères musulmans, c'est la version de Fethullah Gülen, qui vit en exil maintenant aux États-Unis. D'ailleurs, les Américains refusent de l'extrader vers la Turquie. Il est frère musulman. Il s'en cache pas. D'ailleurs, si vous le regardez globalement dans ses discours, il y a une répétition permanente des appels à Dieu. Pas plus tard, si vous voulez, qu'à l'issue de cette volontaire abominable qui a secoué ce pays, il disait oui, c'est le fait de Dieu. Dieu a voulu ainsi. C'est la volonté de Dieu. Erdogan, c'est vraiment... Mais alors, est-ce qu'il veut ? Alors, vous en parlez, vous racontez son ascension, vous racontez effectivement tout cela, et c'est passionnant, encore une fois. Je renvoie à votre livre, qui explique très bien à la fois la psychologie, où en est la Turquie, l'état des lieux, etc. Mais est-ce qu'il veut, en fait, parce qu'on l'a beaucoup dit, reconstituer, peut-être pas l'Empire ottoman, mais vous dites, vous, faire un nouveau califat ? Si vous voulez, incontestablement, c'est l'une des trois choses qu'il va réaliser. Rappelons le contexte de la création de la Turquie. La Turquie, c'est un pourcentage très faible, moins de 50%, de ce qu'a été l'Empire ottoman avant sa déchéance. Et donc la Turquie est née dans l'humiliation et la frustration de tout le peuple turc. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu que d'un empire, ils se réduits à l'Anatolie, un petit pays, alors qu'ils étaient un empire avant. Et effectivement, ils vivent mal les instruments juridiques qui ont abouti à cette chose, c'est-à-dire le traité de Sèvres, jamais adopté, et le traité de Lausanne, qui a fait que les îles grecques, à quelques centaines de mètres du territoire turc, relèvent de la souveraineté grecque. Ils n'acceptent pas ça. Ils aimeraient revenir sur le passé. Ils sont encore là-dessus. Ils sont encore dans la frustration. Ils le disent. Il a dit il y a quelques mois, à l'adresse des Grecs, attention, un jour vous risquez de vous réveiller avec nous, notre armée qui serait déjà sur place. Là, Erdogan cherche à faire trois choses. Rétablir l'Empire ottoman dans sa majesté, sa puissance. À travers quoi ? À travers ce qu'il faut aujourd'hui, des forages illicites en Méditerranée orientale, avec des heurts quotidiens avec l'aviation grecque, avec la contestation de la souveraineté grecque sur la Méditerranée, avec ce qu'il fait à l'encontre des Kurdes au nord de l'Irak, au nord de la Syrie. Ça, c'est deuxième chose, il
veut aujourd'hui recréer le pan-turquisme, que moi j'appelle le pan-touranisme, c'est-à-dire la volonté aujourd'hui de faire en sorte que la Turquie devienne le parrain de tous les turcophones de la Terre. D'où le soutien absolu qu'il a apporté à l'Azerbaïdjan dans ce conflit abominable mené à l'encontre de l'Arménie, le premier pays chrétien au monde. On a vu que ça aboutit aujourd'hui à l'isolement de 150 000 Arméniens dans le territoire du Haut-Karabakh, que vous connaissez, coupé de tout. Et il cherche justement à imposer un corridor terrestre qui va permettre à la Turquie, par la voie terrestre, d'aller avoir accès à tout le Caucase et derrière à l'Asie centrale. Et troisième chose, c'est le sujet de ce livre, le califat. Parce qu'on a trop souvent tendance à oublier, l'empereur ottoman était également un chef spirituel, le calife du monde musulman. On va en parler tout de suite après cette petite pause du califat, de ce que ça implique et de ce que ça signifie. À tout de suite. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour interpeller Ardavan Amiraslani pour son livre La Turquie, nouveau califat. À tout de suite sur Sud Radio. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que les Français qui parlent au français. Il y a plusieurs nations qui parlent au français. Et les Français feraient bien, nous ferions bien de les écouter, notamment les Turcs, notamment la Turquie, notamment Erdogan, dont parle, c'est le sujet du livre de Ardavan Amiraslani, l'avocat, nouveau califat. Alors, quand vous dites nouveau califat, attendez, vous n'allez pas me dire que Tayyip Erdogan veut reconstituer Daesh. Il veut reconstituer ce qu'était l'Empire ottoman d'un point de vue religieux. Vous le savez, l'Empire ottoman était aussi bien chef laïque que chef spirituel. D'où vient la légitimité saoudienne sur l'islam sunnite? Ça vient du fait que les deux villes saintes de l'islam, Mecque et Médine, sont sur le territoire souverain de l'Arabie saoudite. Absolument. Il faut se rappeler qu'avant l'indépendance saoudienne dans les années 30, et pendant les 1000 années qui précédaient cet événement, c'était des villes saintes sur le territoire de l'Empire ottoman. Tout à fait, oui, ça faisait partie de l'Empire ottoman. C'est très important de se le rappeler. Et donc la Turquie, Erdogan dit aujourd'hui, pourquoi pas moi? Surtout que sa version à lui, si vous voulez, colle mieux, si j'ose dire, à la volonté des différents peuples. En tout cas, si on se fonde sur les 10 premières années de son règne. C'est quoi sa version à lui, alors? C'est les frères musulmans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre les mosquées. On est un seul pays, on est une seule oumma. On est une seule oumma, une seule communauté, et avec la Turquie à sa tête. Il y a aujourd'hui... Donc l'Arabie Saoudite, tous ces pays font partie de l'Oumma. En tout cas, d'un point de vue religieux, la parole turque a autant de poids que celle de l'Arabie Saoudite. Il a essayé d'ailleurs de... Même si la Mecque et Médine sont en Arabie Saoudite. Oui, mais ça, ce n'est qu'une considération géographique. D'accord. On considère qu'effectivement, la Turquie a joué énormément dans le développement, dans l'essor de l'islam. D'ailleurs, la propagation de l'islam dans certaines parties du monde trouve la racine chez ces peuples nomades turcophones. Il faut se le rappeler, ne pas l'oublier. Et si vous voulez, aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui milite pour la laïcité. Malgré ce que voulait Atatürk. On a deux thèses totalement différentes qui s'opposent. Et un cas, vous avez Erdogan qui dit il faut pas qu'il y ait une séparation entre la mosquée et l'État. Il est musulman déclaré, il a recours à Dieu toutes les 2 secondes lorsqu'il s'exprime, sa femme porte le foulard, et la parole d'Atatürk, qui a voulu couper justement avec cette dichotomie dans le passé. Couper radicalement. Il a demandé le retrait du voile, manger absolument tout. Voilà. Il l'a imposé. Il a interdit, si vous voulez, le prosélytisme des religieux. Il les a cantonnés dans leur mosquée. Il a tout séparé. Il a fait la laïcité. Il s'est habillé à l'occidental. Et il donnait l'exemple, si vous voulez, avec sa famille, que la nouvelle façon de la Turquie, c'est celle de la laïcité à l'européenne. Sauf que il ne représentait pas l'immense majorité de la population turque de l'époque. Il représentait l'élite stamboulite d'Istanbul et les personnes, si j'ose dire, éclairées à l'occidental. Mais l'immense majorité des Turcs étaient traditionnels, traditionnalistes, religieux. Ces gens-là ne se sont pas considérés comme étant concernés par cette affaire. Donc Atatürk était vraiment le représentant de l'élite bourgeoise. Absolument. Il était le représentant d'une partie des Turcs qui arrivaient à s'identifier avec lui. Les autres, non. Eh bien, les autres, grâce à Erdogan, grâce à ses 20 années de règne, il a réussi, surtout les 10 premières années, à faire en sorte que cette population musulmane traditionnaliste de l'Anatolie puisse s'enrichir,
puisse accaparer le pouvoir, puisse le maintenir au pouvoir. C'est elle la nouvelle bourgeoisie. C'est elle la nouvelle bourgeoisie, majoritaire démographiquement parlant. Et ces personnes-là s'identifient avec la version traditionnaliste d'Erdogan, qui milite pour la gloire, alors qu'Atatürk militait pour la laïcité républicaine et qui regardait l'Empire ottoman, si vous voulez, comme une sorte de honte. C'était l'enfant malade de l'Europe. Les oripeaux relégués au magasin des accessoires. Ils perdaient les guerres les unes derrière les autres, sauf celle que Atatürk a menée à Gallipoli. Mais globalement, si vous voulez, pour Erdogan, l'Empire ottoman, c'est la gloire, puisque c'est l'islam, c'est la domination géographique. Pour l'autre, c'est la honte. Mais alors, justement, et vous en parlez dans votre livre, Erdogan ne veut pas reconquérir les territoires de l'Empire ottoman, mais il veut les unifier sous la même idéologie, la sienne, enfin celle des frères Exactement, musulmans, je dirais reconquérir ou pas s'il peut. Parce que, rappelez-vous, l'affaire de Chypre, c'est quoi? Chypre, c'était une île mixte entre les musulmans et les chrétiens. Les chrétiens, absolument. Dans les années 70, ils les ont envahis, ils les ont toujours pas rendus. Ouais. Et ils ont créé une république autonome et indépendante qui n'est reconnue que par la Turquie. Mais personne ne les a délogés, Personne ne les a délogés. D'ailleurs, qui a réussi à les déloger depuis qu'ils ont pris Constantinople? Personne. Ouais. Et aujourd'hui, ils ont des revendications territoriales sur les îles grecques. Ils ont des revendications territoriales sur les zones d'exploitation exclusive en mer. D'où l'accord qu'ils ont signé avec la Libye, en apportant leur soutien au gouvernement islamiste Sarraj, avec lequel il a écrit un accord de partage des ressources minières marines pour s'octroyer la part du lion. C'est pas exclu, si vous voulez, qu'il ait quelques revendications territoriales. Que font les troupes turques aujourd'hui à Erbil, à Idlib en Syrie. Que font-ils dans le soutien qu'ils ont apporté à l'Azerbaïdjan contre ce pauvre peuple arménien? Il y a des velléités territoriales. Il y a des soldats turcs en Azerbaïdjan. Ils les appellent des conseillers militaires, mais il y a surtout les 5000 islamistes syriens qu'il a acheminé de la Syrie vers l'Azerbaïdjan pour mener cette guerre injuste. Donc, qu'il n'ait pas de velléité territoriale, ça reste à démontrer. Moi, je pense qu'il en a. Il en a, oui. Mais alors, au-delà de ces velléités territoriales, qu'est-ce qu'il veut, par exemple, par rapport, on le voit, quand il est venu en Europe, Erdogan, etc., il a été applaudi en Allemagne, un peu par Strasbourg, etc., par des foules. Il tient les populations, pas musulmanes, tout, mais les populations turques d'Europe. Si vous voulez, c'est le grand problème des Européens issus de l'immigration. Ils souffrent d'une certaine frustration. Et puis en voyant, si vous voulez, Erdogan, il voit la gloire, il voit l'armée, il voit qu'un bâtiment turc arrive à maintenir en haleine un bâtiment français qui ne faisait que son travail dans le cadre d'une mission de l'OTAN, la fameuse affaire de Courbet, qui a été illuminée par la marine turque. Il voit la gloire, il voit une sorte de retour, si vous voulez, à la majesté du passé. Et effectivement, avec leur penchant pour l'islam, avec leur penchant pour le patriotisme légendaire, les populations turques en Europe s'identifient davantage, si vous voulez, avec Erdogan qu'avec la version laïque européenne, qui est justement les raisons pour lesquelles cette frustration est subie par cette population. Mais alors, dites-moi, maître Amir Asllani, est-ce que ça peut créer ça? Potentiellement, ça peut créer des problèmes en Europe. Si ça en crée déjà, d'ailleurs. Ça en crée déjà. Mais oui. C'est le cas déjà, pas simplement avec la population turque. Je dirais globalement avec toutes les populations issues de l'immigration en France, pour les raisons que vous connaissez, que ce n'est pas le forum de les évoquer, parce que ces personnes-là n'arrivent pas à s'identifier avec les valeurs des pays qui les accueillent. N'oubliez pas que quand vous les interrogez, les Français issus de l'immigration, par exemple, en France, d'où venez-vous originellement? La première réponse souvent qu'on vous donne, c'est qu'on est musulman. Pas, on vient de l'Algérie, Tunisie, Maroc, on est musulman. L'islam est devenu un facteur identitaire. On le voit, on le constate en Europe, en tout cas en France, tous les jours, en Allemagne également. Donc, Erdogan joue, si j'ose dire, sur un territoire totalement conquis. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui dispose, de par la présence des populations turques sur le territoire européen, des clients potentiels pour sa pensée. D'ailleurs, globalement, quand vous regardez les votes des Turcs de l'étranger, vous avez 80% qui votent pour Erdogan. C'est la moyenne des 20 dernières années. 80%. 20% qui votent pour le candidat laïque en face. Ouais. Ça sera pareil cette fois-ci, et je mets au défi que l'on me demande le contraire. Il fait ça, et également, en même temps, il utilise le chantage à l'encontre des pays européens. En France, un des sujets majeurs de la société, c'est l'immigration. L'immigration sauvage, contre laquelle l'État est incapable d'agir, soit n'a pas la volonté, soit n'a pas les capacités. En tout cas, on le voit tous les jours. Tous les jours. Quoi qu'il en soit, Erdogan, qu'est-ce qu'il fait? Conscient de la chose, parce qu'il sait très bien ce qui se passe chez nous, alors qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe chez lui.
conscient de ce qui se passe chez nous, il utilise l'immigration comme une arme politique, afin de faire chanter l'Europe. Vous dites qu'il y a plusieurs millions d'immigrés en Turquie. C'est même lui qui le dit. Des migrants syriens. Il y a plusieurs millions, si vous voulez, de Syriens, d'Irakiens, d'Afghans, même des Pakistanais qui sont sur place. Et alors, et quand il dit, parce qu'il l'a dit, si vous ne me donnez pas les milliards que je veux, eh ben je lâche. Est-ce que ce n'est pas des rodomontades? Et non, il ne cesse de le dire. Et il l'a déjà fait à plusieurs reprises. Si vous voulez, ce n'est pas la petite Grèce qui va pouvoir résister à l'arrivée de ces millions d'immigrés. Déjà en France, sur la frontière italienne Vintimille, les immigrés qui veulent traverser la frontière arriver en France passent par le tabac les forces de l'ordre. Alors imaginez s'il y a plusieurs millions qui arrivent sur l'Europe. Les institutions même de l'Europe sont menacées. Et lui, il peut absolument lâcher la bombe quand il suffit qu'il les autorise à quitter le territoire turc, qui pour l'instant il bloque parce qu'il a réussi à faire chanter l'Europe, en obligeant les institutions européennes à payer des milliards d'euros pour le maintien de ces émigrés et réfugiés sur son territoire. Alors, on va parler évidemment de l'OTAN, on va parler de tout le reste, et on va parler avec les auditeurs du Sud Radio. Je pense qu'on en a, et je pense qu'on en a plusieurs, et qui ont envie de vous interroger. Ardavan Amir Aslani, Lucien, oui, ils arrivent, nos auditeurs. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour interpeller Ardavan Amir Aslani pour son livre « La Turquie, nouveau califat », édité chez l'Archipel. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio dans Berkov dans tous ses états, dans le face-à-face avec Ardavan Amir Aslani, avocat essayiste pour son livre « La Turquie, nouveau califat » édité chez l'Archipel. Et vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille tout de suite Olivier du Gers. Bonjour Olivier. Bonjour messieurs, merci beaucoup de me recevoir. Bonjour Olivier. J'aurais voilà, juste un truc rapide sur la laïcité et le prosélytisme religieux. Quelque chose que je comprends pas, c'est que on dit la laïcité c'est juste le respect de tout le monde, voilà, mais en fait ça se transforme en de l'anti-religieux. Et de l'autre côté, comment dire, par exemple dans l'islam, le prosélytisme c'est interdit. Vous voyez, il y a le prophète, il discutait avec un dignitaire de la Mecque à l'époque, et là il y a un genre de clochard qui arrive. Oh, le prophète, il écarte gentiment tout ça, en disant bon, moi je suis occupé avec quelqu'un d'important. Et là, dans le Coran, il se fait remettre à l'ordre, le prophète se fait remettre à l'ordre en disant ce croyant, ce clochard est plus important pour moi que le dignitaire, qui lui ne sera jamais croyant. Enfin, vous voyez. D'accord, j'ai compris. Donc, voilà, dans l'islam, on accepte les mécréants, on va dire, et normalement, la laïcité doit accepter aussi les religieux. Mais en fait, les deux. En islam, on accepte les mécréants, oui, enfin, c'est plus compliqué que ça, hein, Olivier. Que ce soit pour toutes les religions, d'ailleurs, pas seulement l'islam. Enfin. Oui, mais voilà, si Dieu aurait voulu, tout le monde serait croyant. Oui. Donc c'est un plan divin qu'il y a des gens qui ne croient pas. Ouais. Donc des deux côtés, on dit on accepte tout le monde, mais dans les faits, non, c'est 100% religieux ou 100% non religieux. Ok, voilà. Olivier. Alors, est-ce que c'est la problématique se passe 100% religieux ou 100% laïque? Monsieur a abordé deux questions. Laïcité et laïcisme. Mais on va dire un mot là-dessus. Oui. La laïcité, c'est la séparation, si vous voulez, du fait religieux de la gouvernance de la cité. C'est parce de l'Église de l'État. Et c'est aussi l'absence d'un corps enseignant à caractère religieux au sein de l'école publique, et l'absence d'enseignement religieux qui est dispensé sur place. On ne cherche pas à convertir au sein de l'école publique. Et la séparation de l'État et de l'Église. Laïcisme, c'est la volonté de transformer, si vous voulez, cette séparation en une nouvelle religion qui combat l'Église. Monsieur a raison à attirer l'attention des uns et des autres là-dessus. Sur ce qui concerne l'islam, je dois dire que je ne partage pas totalement son avis, parce que l'islam est une religion qui, par définition, même est prosélyte. L'islam s'est étendu à travers le monde par la volonté de l'épée et par la volonté des gouvernants arabes musulmans d'imposer leur religion partout
partout, dans tous les territoires qu'ils ont conquis. D'ailleurs, le mot Kabyle vient du mot Kaboul, qui vient du mot arabe, qui veut dire j'accepte, sous la force de l'épée. Et si vous voulez, l'islam considère même que tout non-musulman est un musulman qui s'ignore. Donc, le hadith, c'est-à-dire la tradition entre prophètes que monsieur mentionne, a quelques mérites, sauf que cela portait en fait davantage sur l'importance, si vous voulez, vis-à-vis de Dieu. Le plus humble d'entre vous sera le premier de l'autre côté. C'était d'ailleurs le cas du christianisme au moment des croisades et de la conquête par l'épée. Hein. C'était au nom de la religion et de la foi. Oui, sauf qu'on ne peut pas mettre sur le dos du Christ, c'est que Cortés a fait au Mexique. Par contre, en l'occurrence sur l'islam, c'est dans le Coran. D'accord. Alors ça, c'est une question. Je crois qu'on a un d'autres. Merci beaucoup, Olivier. Merci, oui, Olivier. tout à fait. On a Guy de Paris. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Bonjour, Guy. Bonjour, Guy. Bonjour, monsieur André Berkoff. Bonjour à votre invité. Vraiment, son discernement est superbe. C'est une chose dont je me suis rendu compte. J'ai 73 ans, donc j'ai pu me rendre compte de ce qui s'est passé dans mon pays. Ce laxisme depuis 50 ans de la part de nos différents présidents. Et pas que dans ce pays, dans toute cette Europe qui s'est endormie, laxiste comme c'est pas possible, qui s'est même entourée de lois qui lui lient les pieds et les poings, mais qui ne peut plus rien faire. Alors que nous sommes 500 millions d'habitants, quand même, il ne faut pas l'oublier, nous pourrions imposer quand même notre loi à certains messieurs comme Erdogan, par exemple, quand il fait des menaces. Voilà. Alors, oui, c'était... Oui, alors, est-ce qu'on peut... Est-ce que vous... Alors, vous entendez Guy qui dit, ouais, écoutez, on est quand même 400 à 500 millions en Europe, pourquoi on laisse faire Erdogan? On est plus nombreux que la population américaine. On a une économie encore plus riche que l'économie américaine. Sauf que ce qu'on n'a pas en Europe, monsieur a raison, pas seulement qu'en France, dans tous les pays européens, c'est l'absence d'une volonté d'assurer à ce continent, d'assurer à chacun des pays membres la souveraineté nationale. Regardez même dans cette affaire de l'Ukraine. Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que l'indépendance militaire de l'Europe a été abandonnée au profit de l'OTAN qui relève des Américains. La France n'ose pas s'assumer. Aucun pays européen n'ose s'assumer. On s'est mis tous en rangé derrière les positions américaines. C'est malheureusement un véritable fléau qui touche ce continent et on n'est pas prêt de s'en sortir. Et on cède. L'exemple que j'ai mentionné tout à l'heure à propos de la marine française, Courbet, la frégate Courbet, qui reprend chemin sur instruction, si vous voulez, à Paris. Rappelez les événements. Si vous voulez, la France est mandatée dans le cadre de sa mission au sein de l'OTAN d'empêcher le trafic d'armes sur la Libye. Dans ce cadre-là, un bâtiment français. C'était il y a quelques années, moins de 5 ans. Moins de 5 ans, oui. À ce moment-là, un bâtiment français interpelle un cargo qui partait vers la Libye. Ils veulent monter à bord. Ils sont rapprochés d'un destroyer turc qui illumine, c'est-à-dire qu'ils fixent leurs canons sur le bâtiment français. Au lieu d'assurer notre mission, en reprochant, on s'en va. On se plaint auprès de l'OTAN. On n'ose pas s'assumer, pour des raisons que j'ai eu l'occasion d'évoquer dans notre interview auprès de vous. Et effectivement, la Turquie assume cette situation, cette identité. Donc se dit on peut continuer puisque eux reculent. Bien sûr, d'ailleurs, le problème de fond de l'Europe, c'est que l'Europe aujourd'hui, qui ne se respecte pas, qui connaît un déclassement international, est face à des empires que eux ont une idée très forte de leur destin, comme la Russie, comme la Turquie, comme la Perse, l'Iran, comme la Chine. Et nous, on est là, sans projet, sans destin, et donc malheureusement sans avenir. Alors justement, juste une question, l'OTAN. Est-ce que la Turquie va rester dans l'OTAN avec tout ce dont on parle, ce dont vous parlez dans votre livre et ici au micro de Sud Radio? Est-ce que l'OTAN va encore avoir besoin de la Turquie, ou est-ce que la Turquie va avoir encore besoin de l'OTAN? Je ne comprends même pas pourquoi la Turquie est encore au sein de l'OTAN. Déjà au niveau de l'OTAN. Qu'est-ce que la Turquie, un pays qui est membre, mais qui braque ses canons sur un autre pays membre, en l'occurrence la France? Qu'est-ce que ce membre qui, tous les jours, organise des heurts entre l'aviation turque et l'aviation grecque, qui a des velléités territoriales? Autre membre de l'OTAN. Bien sûr, autre membre de l'OTAN sur la Grèce. Qu'est-ce que ce pays qui encourage, si vous voulez, des mouvements indépendantistes au sein de l'entité européenne, comme par exemple l'exemple du Kosovo? Qu'est-ce que ce pays, si vous voulez, qui n'applique pas d'embargo sur la Russie alors que c'est la position officielle de l'OTAN? La Turquie n'a pas sa place au sein de l'OTAN. Et je crois que c'est vers ce constat
constat-là que les Turcs vont aller eux-mêmes directement. Rappelez-vous, ils ont acheté des missiles antiaériens auprès des Russes, les fameux S-400. Ils les ont transposés sur une base militaire de l'OTAN qui s'appelle Incirlik. Qui est où? En Turquie, vers la frontière iranienne. Il y a sur une base militaire de l'OTAN, il y a des missiles russes. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison même, si vous voulez, que l'Amérique a décliné la demande turque au niveau de l'achat des F-16 américains. L'OTAN aujourd'hui effectivement a la Turquie comme membre, une armée très importante, mais la Turquie n'est plus sur la même longueur d'onde de l'OTAN en tant qu'alliance atlantique. On le voit sur la question russe, on le voit sur la question grecque, on le voit en Syrie, en Irak et ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut aller, justement, sans boucler la boucle, on avait commencé par parler du rapprochement tout à fait inusité et pratiquement historique, si ça se fait entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, après tout ce qui s'est passé. Derrière, on sait très bien qu'il y a la Chine, la Russie. Est-ce que la Turquie peut aller vers cette recomposition du monde dit multipolaire? On verra s'il le devient. En tout cas, ce n'est plus celui qu'il était. Et peut-être pas rejoindre, mais participer à l'alternative BRICS et compagnie par rapport à l'Occident, OTAN, Amérique et Europe. La Turquie est un pays qui est en rupture. Rupture avec l'Europe, mais également en rupture avec l'Iran. Cette affaire de la guerre arménienne, où la Turquie a soutenu corps et âme, avec son armée, ses drones, qui appartiennent aux gens d'Erdogan, etc., qui a permis à la Turquie d'occuper le territoire arménien du Haut-Karabakh, traduit quoi en fait? Traduit la volonté turque de pouvoir prendre la tête de tous les turcophones de la terre. La Turquie vit dans le mythe, si vous voulez, de ses ancêtres turcs qui sont arrivés, etc. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, la seule chose qui lie la Turquie à ce pays-là d'un point de vue civilisationnel, c'est quelques mots turcs que les uns et les autres partagent. Parce qu'un Turc d'Istanbul peut difficilement comprendre un turcophone, entre guillemets, de l'Ouzbékistan ou du Kazakhstan. Azéris, ils peuvent bien comprendre, plus de 95%. Mais les autres, non. Ils ne pourront pas très bien se comprendre. Sauf que, en revendiquant cette qualité, ils vont encercler de l'autre côté l'Iran, qui lui aussi est un pays qui a des velléités dans la région, mais beaucoup plus puissante et ferme. L'histoire, la civilisation. Demain, c'est le premier jour de printemps, qui est le nouvel an des Iraniens. C'est le nouvel an de tous ces pays-là. C'est ça. Nowruz, absolument, le nouveau jour. Ouais. Effectivement. Donc, le seul pays, la seule puissance qui a la puissance identitaire, la puissance militaire, la volonté de tenir tête face à la Turquie, c'est l'Iran. C'est pour ça que ce que l'on constate aujourd'hui, avec l'alliance extraordinairement rapide entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, deux frères ennemis qui signent un accord il y a une semaine et la semaine d'après, le président iranien est invité, chose incroyable. Oui, absolument. Vous voyez ce que je veux dire? Fait qu'aujourd'hui, il y a une alliance qui est en train de se monter. Cette alliance-là, ça sera l'alliance sur laquelle, à terme, l'Occident pourra s'appuyer. Parce que c'est pas l'Iran qui menace l'Europe, c'est la Turquie. Eh bien, écoutez, tout ça est à suivre. Merci à Amir Aslani pour ce livre, La Turquie, le nouveau califat à l'archipel. Lisez-le. Vous savez, c'est très important de savoir ce qui se passe bien au-delà des frontières. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Ardavan Amir Aslani, avocat essayiste, pour son livre La Turquie, nouveau califat, édité aux éditions de l'Archipel. À tout de suite l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.